C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Nous sommes en Vendée pour ce beau week-end où nous partageons le plaisir des mots, le plaisir de la littérature, le plaisir des livres. Plus de 150 auteurs ont répondu à l'invitation des organisateurs. La littérature sous toutes ses formes, sous tous ses genres, pour toutes les générations. Une 36e édition placée sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Et nous nous retrouvons ici sur l'espace des escales littéraires avec la complicité de Web TV Culture et du Crédit Mutuel Océan. Et nous allons parler famille une fois encore, parce qu'effectivement, il y a plusieurs thématiques famille sur ces escales littéraires dans cette édition 2026. Et tout cela laisse à croire que la famille reste au cœur des motivations de nos écrivains et de nos écrivaines. Merci Gaëlle Nohan d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je me permets de rappeler quelques-uns de vos précédents titres. Ça fait maintenant quelques années que vous êtes dans le paysage littéraire. Il y avait eu L'encre de tes rêves, La part des flammes qui avait été un gros succès, La légende d'un dormeur réveillé, La femme révélée, Le bureau d'éclaircissement des destins en 2023. Et vous revenez dans l'actualité avec L'homme sous l'orage. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Merci Florent Oiseau d'être également présent sur cette escale avec Ma gloire aux éditions Gallimard. Là aussi, un livre qui prend place dans une bibliographie, je ne vais pas dire conséquente, mais qui commence déjà à compter, et ce qui fait que les libraires maintenant commencent à bien vous connaître. Je vais m'y mettre, ça c'était en 2016, qui avait été désigné comme le livre le plus drôle de l'année. Hein, vous vous souvenez de ça? C'était une sorte d'opération marketing un peu douteuse parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'était un article dans l'AFP qui le désignait comme un des livres les plus drôles et désinvoltes de la rentrée, et ça s'est retrouvé avec livre le plus drôle de l'année. Eh ben, vous voyez, les années passent et ça reste. Je vous dois une transparence totale, il n'y avait eu aucune élection. Mais tout de suite, ça vous place dans une certaine littérature. Parmi les autres titres, Paris-Venise, Les Magnolias, Les fruits tombent des arbres, et puis donc Ma gloire. Et on reparlera justement de cet esprit que vous mettez dans votre écriture dans un instant. Ça, c'est votre actualité, Florent Oiseau. Et puis Louis Raymond, merci de nous rendre à nouveau visite puisqu'on avait commencé l'après-midi ensemble. Je rappelle que vous venez d'obtenir le prix Ouest pour ce qui est votre premier roman, Loin du Mékong. C'est aux éditions Calman Lévy. Mais ce qui vous réunit tous les trois, c'est bel et bien la famille, puisque c'est au cœur de votre sujet. Je vais commencer avec vous, Louis Raymond. On l'a dit, votre livre se passe entre le Vietnam et le Cambodge. Nous allons démarrer au début du XXe siècle. On va suivre vos personnages sur plusieurs générations pendant une cinquantaine d'années jusqu'à ce que la France quitte cette région du monde. Il y a la grande histoire en toile de fond, et puis il y a cette histoire qui est une histoire relativement personnelle puisqu'inspirée de vos propres personnages. Lorsque le mot famille vous vient à l'esprit, que voyez-vous? Quelles sont les images qui viennent? Je vois une grande maison sur pilotis dans un village vietnamien qui est la maison de ma tante, la maison, le village par lequel commence ce livre, et qui était la maison au pied de laquelle je jouais au football quand j'allais au Vietnam, quand j'étais enfant, avec mes parents. Et donc voilà, quand je pense famille, en tout cas pour ma famille vietnamienne, je l'associe à cette image-là. La maison sur pilotis n'existe plus. Elle a été remplacée par une maison en dur. Mais voilà, c'est toujours ma terre natale. Il y a un mot vietnamien qui désigne ça, c'est le mot Quê. Et donc voilà, je pense à ça, je pense à ce village, à cette maison, ce village où est enterrée ma grand-mère et qui est la première scène du livre d'ailleurs. Votre premier roman, et on l'a compris, très autobiographique, très empreint de l'histoire de votre famille. C'est un sacré challenge, un sacré défi pour un premier roman. Ce qui veut dire que pour la suite, pensez-vous que vous continuerez à écrire des choses qui vous touchent de près, ou aurez-vous plutôt tendance à vous éloigner de ce qui vous raconte vous-même? Eh bien, il y a une chose sur ma famille que je n'ai pas encore tout à fait éclaircie, que j'évoque à la toute fin du livre dans l'épilogue, qui est que mon père a une sœur, une demi-sœur, qui est morte avec ses enfants en mer de Chine méridionale, en fuyant le pays à la fin des années 70, comme Boat People. Et sur cette sœur, j'ai relativement peu d'informations. Mon père l'a connue, bien sûr, mais assez peu par rapport aux autres membres de la fratrie. Et c'est vrai que cette fuite du pays et ce destin tragique, puisque voilà, elle est morte avec son mari et ses 4 enfants, leur embarcation a fait naufrage, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Après, je suis
j'ai évidemment ces origines familiales, ce lien avec le Vietnam et le Cambodge, et je suis un journaliste spécialisé sur l'Asie du Sud-Est, mais pour autant, je suis aussi un individu qui a d'autres intérêts. Peut-être d'ailleurs écrirai-je un livre voilà, qui peut se passer entre Nantes et la Vendée, puisque ça fait aussi partie de ce que je suis. Et ce sera peut-être encore une histoire de famille, allez savoir. On va reparler en tout cas de votre premier roman dans un instant. Florent Oiseau, vous aussi, on parle famille dans votre livre. J'ai envie de dire que si on prend le point de départ, on a une famille très classique. On a un papa qui est le narrateur, on a une maman, Almira, on a une petite fille, Lune. Mais ça, c'est très classique, mais le reste l'est beaucoup moins parce que notre personnage central, ce narrateur, allez, je vais employer un terme qui va peut-être pas vous plaire, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu cabossé par la vie et c'est un peu une sorte de loser. Il a plus de boulot, il s'entend un peu trop bien avec l'alcool, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Il est un peu en détresse, ce personnage. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui est totalement à la dérive, qui a au moins un mérite, c'est qu'il est conscient de cette dérive, il est tout à fait lucide quant à ce qu'il ne fait pas, quant à ce qu'il ne fait plus, et quant au drame qu'il laisse planer au-dessus de son foyer. Pour autant, le fait de savoir tout ça, ça ne l'empêche pas de succomber à différentes addictions, la nuit et l'alcool principalement. Il a son épouse. Il a des petits doutes un peu sur sa fidélité, mais en même temps, ça reste un couple qui s'entend quand même plutôt pas mal, malgré tout. Enfin, Il a l'impression qu'en tout cas, il n'est pas dans une position à laquelle il peut la juger d'aller voir ailleurs et d'entretenir une liaison, étant donné que lui est souvent dehors à la nuit tombée aussi, et donc il explique Almeria découche, moi je bois, mais on ne cumule pas les mandats. Hmm. Et puis alors donc dans ce tableau familial, il y a la petite Lune, c'est leur fille, elle a quoi, 9-10 ans, c'est ça, 9-10 ans. Et puis, ben, il y a la fête de l'école qui se profile, et c'est peut-être là que votre narrateur va trouver une sorte de porte de secours. Oui, à l'insu de son plein gré, pour citer les grands auteurs. Effectivement, il y a un jour où sa fille rentre de l'école, elle lui annonce qu'il y a un spectacle de fin d'année qui est organisé et qu'on a demandé à certains parents d'élèves de participer, et lui ne s'en souvient pas. Mais visiblement encore embrumé le matin après une nuit d'excès, il a donné son accord pour participer à ce spectacle de fin d'année. Donc il va jouer une fée dans le spectacle de l'école et essayer de trouver enfin un rôle à sa mesure. Donc il faut imaginer un cabossé mais avec des ailes pailletées dans le dos et qui va essayer d'être un père digne. Mais alors dites-moi, comment naît dans votre esprit fertile une histoire aussi abracadabrantesque? Je sais pas trop, mais j'ai la chance de pas avoir besoin de beaucoup de matière pour avoir des idées absurdes ou loufoques. Là, je crois que que je faisais les courses et j'ai dû voir sur le tapis de course de quelqu'un, j'ai dû voir des bières ambrées très fortes et des fraises tagada. Je pense que là, je me suis dit, ok, je tiens un roman. Alors une question très personnelle. Vous-même êtes-vous père de famille? Ce sera la seule question personnelle. Alors, non, pour le coup, non. Non, ou pas. Enfin, on m'a pas prévenu, mais. Et quel souvenir gardez-vous, vous, des fêtes d'école? Ah, une sorte de chaos généralisé avec des déguisements très approximatifs. Et ça ressemble vraiment, en fait, si on regarde ça avec un regard extérieur, les fêtes de petits à l'école, ça n'a absolument aucune différence avec les soirées qu'on peut passer sous LSD. Et là, je sais qu'on a beaucoup de consommateurs à Montaigu, une plaque tournante des drogues dissociatives. Donc moi j'y vois quelque chose d'assez d'assez absurde et d'assez tragique et d'assez merveilleux. Alors je reprends votre mot, quelque chose d'assez absurde, parce que dans votre écriture, et c'est pour ça je reprends ce qu'on disait tout à l'heure sur votre premier titre considéré comme l'un des livres les plus drôles de l'année 2016, c'est que vous aimez mettre un petit peu de décalé dans votre écriture. Alors après, sur la question de l'humour, j'en suis un peu revenu parce qu'on vit dans un pays qui entretient une relation étroite et intime et orgueilleuse avec ses Je parle auteurs. davantage d'écriture décalée que d'humour. Ouais, ben je préfère. Non, mais ça me va bien, mais c'est un truc dont j'essaye de me sortir parce qu'en France, je trouve, une fois qu'on a dit d'un livre qu'il était drôle, on a tué le livre. C'est-à-dire que si le livre est drôle, il ne peut plus être profond, il peut plus être mélancolique et il peut presque plus être bien écrit. Donc je crois que je sors et j'essaye de sortir le plus possible des tentations potaches qui peuvent parfois me chatouiller quand j'écris. Et essayer de dissimuler ça sous un voile plutôt absurde. Et c'est pour ça que je prenais ce terme d'écriture décalée, parce que votre personnage, finalement, votre narrateur, c'est un anti-héros, cet homme qui est cabossé par la vie et qui ne sait plus trop à quoi se raccrocher. C'est le anti-héros parfait.
ou héros du quotidien. Enfin, je crois qu'il est assez rare d'ouvrir une porte et d'avoir 20 000 personnes qui nous acclament. Je pense on est quand même souvent dans une forme d'errance qui peut être poétique, mais il faut essayer de trouver les triomphes minuscules là où ils sont, dans ce que la vie peut charrier comme imprévu. Mais pour moi, c'est pas un anti-héros, c'est un héros du quotidien. On va reparler dans un instant de la façon dont vous avez écrit ce livre. On saura si vous étiez sous LSD lorsque vous avez entrepris l'écriture de ce roman. Non, je vous chambre un peu. Gaël Nohan, voilà un livre, on l'a dit, qui rentre dans votre bibliographie. On est dans complètement un autre registre. On est dans un livre qui nous ramène en 1917. La France est en pleine guerre. Et puis on est un soir d'orage, comme son titre l'indique. Et il y a cet homme qui va venir frapper à la porte d'un domaine, un domaine viticole. C'est le domaine de Rose d'Isor. Isor, qui est la mère de famille, qui essaye de maintenir ce domaine puisque la plupart des hommes sont partis au front. Elle va refuser à cet homme qui vient frapper à la porte, elle va lui refuser l'entrée, mais il y a Rosalie, sa propre fille, qui, elle, en cachette de sa mère, va héberger cet homme. Comment naît cette histoire qui nous plonge au cœur de la guerre 14-18 ? Elle naît d'un tableau qui se trouvait dans la maison de mon arrière-grand-mère quand j'étais enfant, et une maison qui est aujourd'hui, c'est un petit château, mais qui est complètement à l'abandon depuis longtemps. Et dans ce château, il y a toujours un tableau qui occupe un mur entier et où on voit des gens de ma famille, et en particulier, on voit mon arrière-grand-mère, jeune fille. Et quand j'étais petite, c'était une vieille dame, elle est morte à près de 100 ans. J'ai découvert après sa mort qu'elle avait commis des transgressions, qu'il y avait des secrets dans sa vie. C'était quelqu'un qui avait... Enfin, moi, quand j'étais petite, je la trouvais un peu vieille et ennuyeuse, et j'avais pas de proximité avec elle. Et ça n'est qu'après sa mort que j'ai découvert plein de choses passionnantes sur elle, en fait. Mais à l'époque, ce tableau, je voyais une jeune femme et c'était une autre personne, quoi. Une personne que le peintre avait vue, mais que je ne connaissais pas, moi. Et on m'avait dit à l'époque, c'était un peintre qui avait été hébergé ici pendant la Grande Guerre. Et quand j'ai repensé à cette histoire il y a 2 ans, dans ma tête d'enfant, mon arrière-grand-mère jeune fille avait caché un peintre déserteur. C'est pas la réalité, enfin pas à ma connaissance. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette histoire est beaucoup mieux que la vraie. Et comme c'est déjà une fiction, involontaire, mais une fiction, j'ai envie de la raconter. Et avec tout ce que je sais, moi, maintenant, de cette femme, et ce que je sais de sa mère, et d'autres personnages, imaginez ce qui se serait passé si elle avait commis cette transgression-là. Cacher un déserteur, alors que son père et son frère étaient au front, et que dans la manière dont elle était élevée, très culpabilisante, très bourgeoise, il n'y avait aucune place pour la transgression et pour la liberté. Et donc, c'était le point de départ, mais à condition de m'accorder toute la liberté que j'ai toujours dans mes romans. Il y a un autre point qui est de près ou de loin lié à votre histoire personnelle, c'est ce domaine viticole. Mais c'est pas anodin parce que Isor, c'est une maîtresse femme, on l'a dit, les hommes du domaine sont partis au front, et c'est elle qui est obligée un petit peu de mener la barque. Et c'est vrai qu'il y a cet homme qui vient frapper à sa porte un soir d'orage, on comprend qu'elle n'ait pas envie de lui ouvrir. Le lien avec ce domaine viticole ? Justement, en fait, ce domaine viticole, moi, il a été créé par un de mes ancêtres qui est arrivé dans le Roussillon avec son héritage qui était un cheval, et qui a créé le temps de sa vie 7 domaines viticoles. Donc l'histoire de mon roman, elle se passe au moment où son commerce de vin marche très très bien. Et donc il s'est fait construire un château qui pour lui était un grand symbole d'ascension sociale, qui est un château moderne, parce que c'est un château de la fin du 19e siècle. Et sauf que l'histoire de ma famille, c'est aussi une redescente, puisque à l'étage de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère qui a hérité du domaine a ruiné tout le monde. Donc il y a vraiment eu ça. Et concernant donc Isor, le personnage qui dirige ce domaine, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la guerre comme un catalyseur de changement. C'est pas un livre sur la guerre, c'est un livre sur la manière dont la guerre a un impact, change les gens, transforme les gens. Particulièrement cette guerre-là, elle a transformé les femmes parce qu'elle leur a donné des opportunités d'émancipation.
Émancipation qui leur a été en grande partie retirée ensuite, mais qu'elles ont éprouvée le temps d'une guerre. Et Isor, c'est un personnage qui est une bourgeoise, dont la vie est mondaine avant la guerre. C'est des œuvres de charité, des fêtes. Et du jour au lendemain, il faut qu'elle apprenne à diriger un domaine viticole. C'est pas facile, c'est un métier d'homme. Et elle va adorer ça. Elle va adorer ça. Et à partir de là, elle est dans une ambiguïté parce que d'un côté, elle aime son mari, elle a envie qu'il survive à la guerre. Et de l'autre, elle n'a pas très envie qu'il rentre et qu'il lui retire ce domaine et tout ce qui va avec, c'est-à-dire une forme d'autorité, une liberté que par ailleurs, elle n'est pas prête à accorder à sa fille. Sa fille, il faut qu'elle file doux. De toute façon, il faut que tout le monde file doux avec Isor, parce qu'elle a une grosse charge mentale, comme on dirait aujourd'hui. Donc, ce qu'elle a volé comme liberté, finalement, elle n'est pas prête à l'accorder à d'autres. Et alors vous parlez de Rosalie d'Isor pardon, qui effectivement est une maîtresse femme, et puis Rosalie qui elle est dans son début de vie de femme et qui a envie de liberté, notamment en ouvrant la porte à cet homme qui vient frapper sous l'orage. Et puis on est dans une sorte de huis clos parce qu'en fait il y a cette rivalité entre la mère et la fille dans ce domaine. Elles s'apprécient, elles s'aiment, elles ne savent pas se le dire, mais elles sont aussi dans une sorte de rivalité. Il y aura un autre personnage qui sera le personnage de Marthe, le personnage de la bonne, qui jouera un rôle déterminant dans votre intrigue. Mais le huis clos entre la mère et la fille, ça aussi, c'est ce que vous aviez envie de raconter. Complètement. C'était justement, j'ai choisi de raconter cette histoire à travers 4 points de vue, notamment celui de la mère, celui de la fille, le déserteur, qui est un peintre expressionniste, et la bonne. Et pour moi, il n'y a pas de mauvais personnage dans cette histoire. Il n'y a que des points de vue différents. Quand vous entrez dans le point de vue de quelqu'un, il me semble, enfin moi je les comprends tous. Et justement, je pense que le lecteur, lui, il a toujours au moins une longueur d'avance, puisqu'il a, sur les personnages, puisqu'il a accès à tous les points de vue. Et donc, il peut mesurer l'étendue des malentendus qu'il y a entre nous et les autres, y compris les gens qui vous sont le plus proches et que vous aimez. En fait, ils vous connaissent mal, vous les connaissez mal. On est souvent extrêmement injuste avec les autres. Et c'est un peu un miracle qu'on arrive quand même à s'aimer au milieu de tant de malentendus. Donc ça, c'est vrai que c'était un jeu que j'ai instauré avec le lecteur qui m'amusait. Et ce qui m'amusait, c'était aussi de montrer toute la complexité et les contradictions d'un personnage, justement. La jeune fille, elle a été une jeune fille obéissante jusqu'à maintenant, mais elle a envie de vivre. On lui a confisqué sa vie, on lui a dit c'est la guerre, tu retrouveras ta vie après. Mais elle, c'était sa petite fenêtre qui pouvait être un peu sympa avant de devenir juste une mère et une épouse, qui est un peu pour ça qu'on la programme, Rosalie. Donc, elle choisit de cacher cet homme. Elle croit qu'elle le fait juste par compassion, par charité. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que sa mère vient de foutre cet homme à la porte. Et donc, derrière, quand on le cache, il y a une rébellion au moins inconsciente, évidemment. Et ensuite, il se passe enfin quelque chose dans sa vie. Elle a du pouvoir sur cet homme, elle qui n'a jamais eu du pouvoir sur personne. Cet homme, en fait, va lui permettre de découvrir qui elle est vraiment. Et comme elle s'est mise hors les clous avec ce choix, cette décision, elle s'est mise hors les clous de son éducation vis-à-vis de sa mère, de la société patriotique. Et à partir de là, dans ce hors les clous, il y a peut-être un moyen de rencontrer une liberté que personne n'est prêt à lui accorder à cette époque dans son milieu. On parlera dans un instant de ces personnages et puis d'autres thématiques qui interviennent également dans votre roman. On parle des malentendus dans la famille. En ce qui vous concerne, Louis Raymond, puisque dans votre livre teinté d'autobiographie, vous racontez votre famille sur 3 générations, des malentendus, il y a pu y en avoir. On reprend le point de départ du livre, on va faire connaissance au début du siècle avec Tou, qui est votre grand-mère, arrière-grand-mère, pardon, et qui quitte son village pour essayer d'aller rejoindre son mari, qui lui a été envoyé sur une plantation
destination pour travailler. Et elle va ensuite, par les hasards de la vie, se retrouver elle-même à travailler dans un orphelinat et elle va avoir 2 enfants. Cet enfant, alors je vais essayer de pas... le premier, c'est Tra, qui est son fils. Et puis, il y a cet autre enfant qu'elle va adopter qui va être Voui. Et c'est peut-être là qu'on va parler de malentendu parce que Voui elle va peut-être avoir un peu plus de mal à trouver sa place dans cette famille. Ouais, tout à fait. Alors, donc, Vouy est le personnage inspiré du personnage de mon grand-père. Et Vouy est donc un enfant métis qui est recueilli dans un orphelinat, qui est le fils d'un père inconnu présumé français, ce qui était le terme légal à l'époque de l'Indochine coloniale, et d'une mère morte en couche qui était une prostituée vietnamienne. Et Vouy, forcément, arrive, c'est un enfant adopté dans un orphelinat où il y a beaucoup de métis. Les orphelinats, les enfants sont pas toujours très faciles les uns avec les autres. Et donc, voilà, l'étiquette de bâtard lui colle au front. Et il doit trouver sa place, d'autant plus qu'on est dans un contexte où les métis sont une question politique pendant l'Indochine coloniale. Ils sont rejetés par la société indigène, parce qu'ils sont la marque de la présence française dans une certaine mesure. Et ils sont aussi, les Français se disent il faut en faire quelque chose, mais avec une idée politique derrière la tête, qui est d'en faire les contremaîtres de la colonisation. Parce que bien sûr, l'Indochine et le Vietnam en particulier, il y a toujours eu des luttes pour les indépendances. Et on sent que quelque chose va arriver. Ce quelque chose, c'est la guerre, hein, bien sûr, la guerre d'Indochine, une guerre d'indépendance. Et donc voilà, les Français se disent il faut que les métis soient plutôt de notre côté que du côté des indépendantistes. Et donc voilà, pour Vouy, pour ce personnage, il y a ce tiraillement de trouver sa place en grandissant dans un orphelinat en étant un enfant adopté. Ça va lui coller à la peau, ça. Hein. Voilà. Et dans ce contexte-là, et donc il va passer sa vie, c'est un personnage qui est défini par son tiraillement, ce tiraillement identitaire. Que suis-je? Dois-je choisir entre mon père et ma mère, entre mon père blanc et ma mère vietnamienne? Dois-je appartenir à un camp, c'est qui plus est dans une époque de déchirement politique, et dois-je aussi suivre une religion donnée, puisque la rencontre entre le christianisme et le bouddhisme est aussi une des thématiques du livre, et une métaphore de ce métissage, de ce tiraillement. Entre Vietnam et Cambodge, ces personnages, on les suit face à la grande histoire. Quant à Thu, on l'a dit, elle est épouse tout d'abord et elle va essayer d'aller rejoindre son mari qui travaille dans cette plantation. Ensuite, elle est mère avec ses 2 enfants que nous avons évoqués. Et puis, elle est mère au sens large puisqu'elle va travailler dans cet orphelinat. La question aussi que pose votre livre, c'est comment construire une vie de famille face à la grande histoire, face aux soubresauts de la grande histoire. Et c'est ce qu'on suit sur plusieurs générations et c'est ce que vous avez aussi vécu avec ceux qui font partie de votre famille aujourd'hui. Tout à fait. Alors, les personnages... alors là, c'est plus une intuition de romancier, c'est la partie de fiction, mais les personnages sont confrontés aussi aux grands événements qui ont fait l'histoire de l'Indochine coloniale et la décolonisation. Et alors le personnage de Tia est prisonnier des Japonais, le personnage de Vouy qui devient Paul au moment de sa naturalisation et lui également prisonnier des Japonais en 1945. Et ensuite, voilà, arrive la question des indépendances avec une question de conflit de loyauté pour ces personnages à qui on appartient, de quel camp on choisit dans une certaine mesure, et tout ça, ce sont des dilemmes. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu construire les personnages à partir de ces dilemmes-là, de ces questionnements-là, et puis jusqu'à arriver à la 3e génération, qui est celle des enfants qui partent pour la France. Je me permets de rappeler comment votre livre est construit. Il y a cette fresque, cette saga familiale qui s'étend sur les 50 premières années du XXe siècle. C'est ces 3 générations que l'on va suivre. Et puis, entrecoupant cette saga, il y a le narrateur qui vous ressemble furieusement, écrit en italique, le narrateur qui s'interroge sur cette vie de famille. Et l'un des points de départ de votre écriture et votre roman, c'est le silence qui est souvent présent dans les familles lorsqu'on ne sait pas dire les choses, lorsqu'on veut pas forcément cacher un secret, mais qu'on ne sait pas comment révéler certains pans de l'histoire familiale. C'est ce que vous avez vécu avec votre propre père. Tout à fait. Mon père qui est juste là, comme tout à l'heure, il est encore là. Donc je parle sous son contrôle.
Non, en fait, la transmission, dans le cas de ma famille, a été difficile parce que mon père est arrivé, donc enfant rapatrié d'Indochine, qui est le terme. Les rapatriés d'Indochine sont assez similaires à ce qu'étaient les harkis pour l'Algérie. Et enfant rapatrié d'Indochine, il est arrivé à l'âge de 10 ans et il a perdu sa langue maternelle. Et il y a une rupture en plein milieu de son enfance, une rupture géographique, il y a quand même 12 000 kilomètres entre le Cambodge et la France, et une rupture linguistique. Et mon père, pour sa vie en France, a dû s'intégrer, s'assimiler, et donc comment dire, la mémoire était moins disponible. Aussi parce que mon père, qui est aujourd'hui retraité et qui a plus de temps, mais à un moment où il travaillait, il avait 2 enfants, mon frère et moi, dont il devait s'occuper. Et donc, dans une certaine mesure, il y avait moins de temps pour piocher dans sa mémoire, pour fouiller dans cette mémoire. Et voilà. Et donc c'est pour ça que la transmission était difficile. C'était pas un tabou. On allait au Vietnam en vacances. On a toujours de la famille au Vietnam. Mais pour autant, les modes de la transmission sont pas faciles. Et c'est vraiment un récit à trous qu'on nous transmet. Voilà, pour ces raisons que j'ai évoquées, linguistiques, culturelles et traumatiques aussi, hein, puisque c'est quitter son pays à l'âge de 10 ans, ne plus jamais revoir sa mère et devenir orphelin, c'est un vrai traumatisme. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de reconquérir dans une certaine mesure, en retournant au Vietnam, en mettant tout ça bout à bout et en recomposant un récit familial et en inventant pour combler les blancs, justement. Je me suis permis tout à l'heure de poser une question indiscrète à Florent Oiseau. Alors, je ne vais pas vous la poser parce que j'ai déjà la réponse. Vous êtes père de famille, vous avez une petite fille qui était là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est... Oui, c'était l'heure de la sieste, elle a dû rentrer avec sa maman. On la comprend, mais ça veut dire qu'en écrivant un livre sur vos racines familiales, vous pensez déjà au fait que ce livre, un jour, vous lui transmettrez. Ce sera aussi une façon pour elle de savoir d'où elle vient? Absolument. Je crois que, alors, dans ma génération, disons, deuxième génération d'immigrés, alors je ne sais pas, les rapatriés d'Indochine ne sont pas exactement des immigrés, parce que mon père est né avec la nationalité française. Mais disons, de familles où les parents sont nés ailleurs dans le monde, dans un autre pays. La première génération parfois a eu du mal à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, et la deuxième génération a besoin de combler ce silence. Et dans ma génération, que ce soit pour les Vietnamiens, les personnes originaires d'Asie du Sud-Est, mais que la même chose existe pour les gens originaires d'Afrique du Nord et de bien d'autres pays, il y a ce besoin de faire un récit, et nous sommes en train, voilà, tous avec nos histoires différentes, de créer une bibliothèque. Et il y a beaucoup voilà, tous ces livres sont différents, on peut y piocher dedans. Et moi, je crois que ce qui est beau, c'est qu'on rend cette mémoire disponible pour qui en aura besoin. Et voilà, c'est la tâche. Je m'en étais chargé, ou mon père me l'avait confié en me donnant le nom de son père. Parce que donc, le narrateur s'appelle Paul Félix, comme le nom de naturalisation de son grand-père. Et moi, je m'appelle Louis Raymond, comme le nom de naturalisation de mon grand-père. Donc voilà, c'était une charge mémorielle dont j'espère m'être acquitté avec la parution de ce livre. Florent Oiseau, la difficulté parfois de se dire les choses, de mettre des mots sur ce que l'on ressent, et notamment au sein de la famille. Votre personnage qu'on a évoqué tout à l'heure, cet homme qui est un peu cabossé par la vie, qui ne sait plus très bien où il en est, il a du mal à exprimer son mal-être. Il a peut-être du mal à communiquer avec son entourage. Non, j'ai pas. Non, c'est une question que je vous pose. Ah ouais, non, pas tellement. Moi, je crois beaucoup en. Enfin, j'avais pas envie que ses addictions et que son comportement prennent forcément racine dans un traumatisme, dans une histoire personnelle intime, dans un drame. Je crois beaucoup en l'idiosyncrasie, et je pense qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et j'avais envie que cette addiction, que cette déchéance n'ait aucun point de départ, et que ce soit uniquement une question d'engrenage. Et en fait, s'il est incapable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il passe ses nuits dehors à boire, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est plus ça qu'une question de déni ou de pudeur. Pourquoi faites-vous le choix d'un narrateur, à savoir d'un roman à la première personne? En fait, j'ai l'impression que paradoxalement, on peut plus se déguiser avec le jeu qu'avec un narrateur. Ou en tout cas, moi, en tant que lecteur, quand je vois qu'un auteur utilise la troisième personne, mais que je sens qu'il est derrière, il y a quelque chose qui me titille.
Et je sais pas, je pense que les premiers livres que j'ai lus et qui m'ont donné l'envie d'écrire devaient être écrits à la première personne et que j'ai eu l'impression que c'était comme ça qu'on faisait. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette envie d'avoir une écriture un peu décalée. Il y a des passages qui sont savoureux. Alors je reprends quand même, il y a quand même des passages où on sourit. Enfin, il y a des moments qui sont assez drôles. Il y a des réparties, il y a pas mal de beaux mots, mais on a l'impression que des fois vous avez envie de faire une pirouette justement pour masquer une certaine sensibilité, pour masquer un passage qui serait un peu plus mélancolique, comme si vous aviez besoin de temps en temps de mettre un nez rouge pour dire des choses un peu tragiques. Oui, c'est un ressort vieux comme le monde, je crois, le clown triste. Il y a une forme de pudeur aussi, j'imagine. Et puis, en fait, dans les choses qui me touchent, on est souvent à la lisière des deux, en fait, entre le drame, le merveilleux. La phrase que je préfère dans ce livre, elle n'est pas de moi. Et je fréquente avec assiduité un bar de quartier, au point que quand le barman s'est marié, j'étais témoin du mariage. C'est vous dire quand même ce qu'il faut comme fidélité pour être auréolé d'une telle mission. Et un soir, et cette phrase est dans le livre, le rideau était fermé et on parlait de nos vies d'aujourd'hui et de là où on était il y a 15 ans. Chacun faisait plus ou moins une sorte de trajectoire. Et il y a un habitué qui est d'habitude très en forme, mais qui est arrivé tôt le matin, qui lui participait pas au débat. Et donc je lui ai demandé, et toi tu préfères ta vie d'aujourd'hui ou ta vie d'avant? Et il m'a répondu, je me souviens d'aucune des deux. Et pour moi là-dedans il y a tout. C'est-à-dire que c'est à la fois merveilleux, c'est poétique, c'est drôle, et je crois que c'est ce que j'essaye modestement de faire quand j'écris, de jouer entre les registres. On sent dans votre façon de répondre à mes questions qu'il y a une certaine pudeur. Mais néanmoins, lorsque vous étiez en écriture, dans quel état d'esprit étiez-vous? Alors, on va pas revenir sur l'histoire d'être sous LSD en écrivant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est un livre qui a été difficile à enfanter ou au contraire, c'est un livre qui a été jouissif à écrire? Oh, c'est jamais très plaisant d'écrire. Moi, ce que je trouve très plaisant, c'est avoir écrit. C'est un processus assez long. Je passe beaucoup de temps sur la relecture. Il y a une phrase d'André Dautel que j'aime beaucoup et qui dit « Écrire, c'est s'approcher lentement ». Et c'est exactement comme ça que je vois les choses. J'ai besoin de périodes de latence, de moments où je fixe le plafond pendant des heures, de moments où je suis plus poreux avec le monde qui m'entoure, mais ce sont à chaque fois des moments qui me servent et dont je fais quelque chose ultérieurement. Donc en fait, je suis jamais tellement j'ai pas de rythme. Je m'impose rien. J'attends juste que quelque chose pousse. Maintenant que vous avez plusieurs livres à votre actif, qu'il y a plusieurs titres vous concernant en librairie, comment définiriez-vous votre travail? Quel serait le fil rouge de ces différents titres? Ah, ça va être un peu sentencieux, mais je pense que je vais répondre les autres. C'est à peu près la seule chose qui m'importe et qui m'intéresse, et je crois que c'est le point commun avec tous les livres que j'ai pu commettre, qu'ils me plaisent ou non aujourd'hui. Je crois que en filigrane, c'est quand même toujours la recherche de l'autre, y compris pour des personnages très solitaires, très perdus, complètement égarés. En tout cas, vous avez construit un univers qui est bien à vous. Merci camarade. Et Gaël Noix, on va clore cette rencontre avec vous. On a parlé de ce huis clos familial entre Isor et Rosalie, ce personnage de Marthe la bonne qui est là un peu entre deux portes, mais qui a toute son importance. Et puis cet homme qui vient frapper à la porte. On ne va pas aller plus loin dans l'intrigue, mais il y a d'autres thématiques qui arrivent, puisque vous nous l'avez laissé entendre. Ce personnage qui fera à la porte, c'est un peintre. Et on sait que les années juste après-guerre, c'est entre 1910 et 1920, c'est le déploiement d'un nouveau courant pictural. Pourquoi était-ce important pour vous, dans une œuvre littéraire, de parler autant de peinture? Dès l'instant où mon personnage, je l'imaginais comme un peintre, la peinture, pour moi, devait être un vrai personnage du livre. Et elle devait avoir un rôle très important entre les personnages. Elle change leur manière d'être les uns aux autres. En fait, ce peintre, par exemple, mon roman, il est aussi social. On est avec des grands bourgeois. Il y a une domestique, donc c'est quelqu'un qui est vraiment au bas de l'échelle sociale, la bonne. Et le peintre, lui, il vient d'un milieu, on va dire, modeste. Petit bourgeois. Son père, c'est un marchand de couleurs qui s'est enrichi.
et qui ne voulait sûrement pas que son fils devienne peintre. Pour lui, c'est honteux. Et donc, il l'a déshérité. Le gamin est devenu peintre contre son père. Donc, au départ, il vient de là, mais par son métier, parce qu'il est un peintre d'avant-garde à une époque qui est une véritable époque d'effervescence artistique internationale, il va fréquenter toutes sortes de milieux. Il peint des femmes du monde, il peint des modèles qui sont de milieux extrêmement modestes. Donc, il n'a pas le snobisme d'Isor quand elle regarde quelqu'un. Il regarde les gens autrement, il les regarde avec curiosité et il les regarde avec vraiment un intérêt, un véritable intérêt. Donc, dans ce roman, il peint plusieurs femmes. Et c'était très intéressant pour moi de comprendre ce qui se joue dans cette relation. Comment un peintre regarde le monde, comment un peintre regarde les autres, regarde une femme, regarde et vit la guerre. Que devient un peintre dans la guerre? Que devient un peintre quand il a créé des amitiés extraordinaires avec des gens d'autres nations et que du jour au lendemain, ils sont des deux côtés du no man's land et qu'ils doivent se tirer les uns sur les autres. Et que lui, par exemple, mon peintre, il est obsédé par le fait qu'il a peut-être tué ses amis allemands, qui sont des peintres expressionnistes allemands. Et il y a toutes ces dimensions qui sont... C'est une petite tragédie dans la grande tragédie de la guerre. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait qu'on peut peindre quelqu'un pour le désirer, qu'on peut peindre quelqu'un pour le réparer, lui rendre une forme de dignité. Il y a plein de manières, en fait, il y a plein de choses qui se jouent dans le fait de faire poser quelqu'un et de le peindre. Et pour lui aussi, la grande majorité des peintres qui ont fait la guerre ne l'ont pas peinte. Ils ont fait ce choix. Et moi, j'ai l'impression que c'était vraiment le choix de la vie. Le choix de dire, là, à cet endroit-là qui m'est vital, la guerre n'entrera pas. Elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur, elle a détruit des choses en moi, elle a détruit une partie de mon humanité, mais je lui ferme la porte là. Alors, pour autant, ils n'ont pas peint la guerre pour la grande majorité d'entre eux, mais ils disent quand même, pour ceux qui se sont exprimés là-dessus, que la guerre a énormément changé leur manière de peindre. Donc il y a toutes ces dimensions qui m'intéressaient dans ce livre à travers ce personnage. Personnage qui à un moment a choisi de s'arracher à la guerre. Mais c'est pas un objecteur de conscience. C'est quelqu'un qui est allé à la guerre, qui y est allé, pas gaiement, hein, mais y est allé parce que c'était son devoir, quoi. Et qui n'a pas questionné ce devoir, comme la grande majorité des soldats pendant cette guerre-là. C'était une guerre du consentement. Donc à un moment, il a choisi de s'y arracher. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en travaillant sur ce personnage et ses raisons de déserter, j'ai imaginé une trajectoire plausible. Et ensuite, j'ai découvert que cette trajectoire existait et que c'était celle d'un poète anglais. Voilà. Donc on croit qu'on imagine des choses et puis en fait, non. On sent l'attachement que vous portez à vos personnages, vous qui avez donc déjà commis plusieurs titres. Ça veut dire que vous avez toute une galerie de personnages avec vous. Que deviennent-ils, vos amis de papier? Continuent-ils à vivre? Ou bien une fois que le point final est mis, vous les laissez partir, vivre leur vie ailleurs? Bah, je les laisse partir et en même temps, ils restent quand même là. Alors, c'est très particulier parce qu'ils sont quand même là. Ils sont là un peu plus loin. C'est comme des gens qui se seraient un peu éloignés. Ils auraient déménagé, ou moi, déménagé dans une autre ville. Il y a des endroits... J'ai plusieurs de mes romans qui se passent à Paris, par exemple. Et c'est pas du tout le même Paris dans aucun de mes livres. Quand je me promène à certains endroits dans Paris, je passe devant un café et je pense... Par exemple, un personnage qui s'appelle Laszlo dans un roman qui s'appelle La part des flammes et qui prend des cafés là à certains endroits. Donc, je pense à lui. Je me dis ah oui, c'est là que Laszlo vient prendre son café. Ou alors, il continue à peupler le monde pour moi comme des gens. Quand j'écris mes livres, ces gens existent pour moi, vraiment, comme s'ils existaient vraiment dans la vie. Je pense à eux. Je pense à eux des heures et des heures. C'est toute une partie de mon travail. C'est marcher. Quand je n'écris pas, je marche des heures en pensant à un personnage et à plein de scènes qui sont peut-être même pas dans mon livre et qui seront pas dans mon livre, mais qui sont dans le hors-champ du livre, qui me permet de les faire exister dans toute leur profondeur et leur justesse, en tout cas j'espère. Donc je pense énormément à eux
Et c'est pour ça qu'ils ne me quittent jamais complètement. Pour moi, ils font partie du monde, quoi, en tout cas du mien. Mais en tout cas, vous les partagez maintenant avec vos lecteurs et à votre tour, vous allez découvrir Isor, Rosalie, Marthe et les autres. Votre actualité, Gaël Nohan, ça s'appelle L'homme sous l'orage. Vous êtes publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci Florent Oiseau de nous avoir rendu visite. Magloire, c'est aux éditions Gallimard. Je vous invite vivement à découvrir cette belle plume. Et puis loin du Mékong, votre actualité, Louis Raymond, en rappelant et en vous félicitant une fois encore, puisque vous êtes lauréat du prix Ouest 2026. Grand merci à tous les trois. Merci à vous de votre présence. Et puis je tiens aussi à remercier Céline, Théophile, Quentin et Damien qui m'accompagnent sur ces escales littéraires. Bonne fin de journée et puis n'oubliez pas qu'on se retrouve demain dès 10h30 pour de nouvelles escales.